Pensez un instant à la surface d'une pale de moteur à réaction, ou disons à un plan de hanche. La moindre, mais alors la moindre petite imperfection, complètement invisible à l'œil nu, peut avoir des conséquences dramatiques. Dans ce monde de la haute précision, la perfection, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et aujourd'hui, on va voir comment l'intelligence artificielle est en train de complètement réinventer cette quête de la surface parfaite. Alors, la question c'est quoi être suffisamment lisse? Eh bien, la réponse, elle dépend complètement de l'application. Pour une carrosserie de voiture, bon, un certain niveau de rugosité, ça passe. Mais pour la lentille d'un télescope spatial, là, on parle d'un tout autre niveau d'exigence. C'est toute cette complexité que l'industrie cherche à maîtriser. Regardons ces exemples de plus près. Un moteur à réaction, un implant médical. Pour des composants comme ça, une imperfection microscopique, ce n'est pas juste un défaut esthétique, non. C'est une fissure potentielle, c'est une usure prématurée, bref, c'est le risque d'une défaillance catastrophique. La sécurité, la performance, tout ça, ça se joue vraiment à l'échelle du nanomètre. Alors concrètement, de quoi parle-t-on? Eh bien, on parle de la rugosité de surface. Imaginez des pics et des creux, mais à un niveau microscopique. C'est ça qui définit tout. C'est ça qui va déterminer la friction dans un moteur, l'étanchéité d'un joint, ou même la façon dont les cellules de notre corps vont accepter ou rejeter un implant. On parle vraiment de la texture de l'infiniment petit. Et bien sûr, pour maîtriser cette rugosité, il a fallu d'abord apprendre à la mesurer. Et là, l'évolution, en à peine un siècle, elle est stupéfiante. On est vraiment passé d'une sorte de science du toucher à une technologie de pointe. Allez, on plonge dans cette histoire. Au tout début, vers 1870, l'évaluation était purement subjective. On passait littéralement l'ongle sur la surface pour juger. Puis, gros tournant dans les années 30-40 avec l'arrivée du profilomètre. Là, pour la toute première fois, on pouvait quantifier la texture avec un graphique. C'était une révolution. Ensuite, la révolution numérique des années 70 a permis de cartographier ces surfaces en 3D. Et aujourd'hui, eh bien, l'IA ne se contente plus de mesurer ce qui a été fait, elle prédit l'avenir de la pièce qu'on est en train de fabriquer. Et c'est vraiment là que se situe le grand changement de paradigme. On ne se contente plus de mesurer après coup, on utilise l'IA pour anticiper et contrôler la qualité en temps réel. Pensez-y, c'est toute la différence entre un pompier qui arrive pour éteindre un incendie et un système qui empêche le feu de démarrer. L'IA, elle ne fait pas que trier les pièces défectueuses à la fin de la chaîne de production. Non, elle ajuste le processus de fabrication en direct pour s'assurer que chaque pièce qui sortira sera parfaite. C'est le fameux concept du zéro défaut qui, grâce à ça, devient enfin une réalité. Alors voilà, en gros comment ça marche, de la fabrication à la prédiction. Tout commence avec les données qu'on collecte directement sur les machines. La température, la vitesse, les vibrations, tout y passe. Ces données, elles vont nourrir un modèle d'IA qui apprend petit à petit à reconnaître les signes avant-coureurs d'un défaut. C'est une boucle d'amélioration qui ne s'arrête jamais. Si on décompose un peu ce pipeline, ça donne quoi? D'abord, l'entrée des données. On collecte tout ce qu'on peut, les capteurs, les images, les paramètres de la machine. Ensuite, l'analyse. Toutes ces données brutes, il faut les nettoyer, les organiser pour que l'IA puisse les comprendre. Après ça vient la modélisation. C'est là qu'on entraîne le cerveau de l'IA à faire le lien entre les paramètres et le résultat final. Et enfin, la prédiction. Le modèle est capable d'évaluer la qualité d'une nouvelle pièce, et ce, en temps réel. Ok, mais comment est-ce que l'IA apprend à reconnaître une surface parfaite? Eh bien pour ça, elle utilise plusieurs sens numériques, qui lui donnent une image super complète de tout le processus de fabrication. Ce qui rend l'IA si forte, c'est vraiment la richesse de ses perceptions. Elle ne se contente pas de lire les paramètres de la machine, non, elle écoute les vibrations, elle ressent les forces sur l'outil de coupe et elle observe l'aspect de la surface avec une caméra. C'est en fusionnant toutes ces informations qu'elle arrive à une compréhension totale du processus bien au-delà des capacités humaines. Et attention, l'IA doit apprendre à faire la différence entre des types de surfaces très variés. D'un côté, on a ce qu'on appelle des surfaces stochastiques. Leur texture est un peu aléatoire, comme une pièce qu'on a polie. De l'autre, on a des surfaces déterministes, avec des motifs qui ont été conçus intentionnellement, comme ce réseau de micro-lentilles. Évidemment, la définition de la perfection n'est pas du tout la même pour les deux. Et cette révolution, elle ne passe pas inaperçue dans le monde de la recherche. Regardez ce graphique. Il montre l'explosion du nombre de publications sur le sujet. La croissance est exponentielle. Ça montre bien que la convergence entre la puissance de l'IA et les besoins de l'industrie, c'est en train de se passer maintenant. C'est vraiment un domaine en pleine ébullition. Bon, et maintenant, où est-ce qu'on va avec tout ça? Le potentiel est immense, c'est clair, mais la route vers l'usine du futur, celle qui sera entièrement pilotée par l'IA, elle comporte encore quelques défis à relever. Il y a 3 grands obstacles qui se dressent encore. Premièrement, il manque des données communes pour comparer les IA entre elles. C'est un peu comme si chaque athlète courait sur sa propre piste. Deuxièmement, il y a le problème de la boîte noire de l'IA. On a besoin de comprendre pourquoi elle prend une décision, surtout quand la sécurité est en jeu. C'est ce qu'on appelle l'explicabilité. Et enfin, le défi très pratique d'intégrer ces technologies de pointe dans des usines qui tournent déjà à plein régime.
Cette citation des chercheurs, elle résume parfaitement la vision. Le but, ce n'est pas de faire de la technologie pour le plaisir de la technologie. Non, l'objectif, c'est de créer des processus de production qui sont fondamentalement meilleurs, plus robustes, plus efficaces et avec une précision qu'on n'avait jamais atteinte avant. Et on termine sur cette pensée qui est assez vertigineuse. La quête de la surface parfaite, ce n'est peut-être que la première étape. L'objectif ultime, c'est peut-être une nouvelle ère de fabrication où l'erreur n'a tout simplement plus sa place. Imaginez un peu, des usines tellement intelligentes qu'elles ne commettraient plus jamais la moindre erreur. C'est peut-être ça l'avenir qui se dessine.